Alors, merci de cet accueil. Merci d'être présent, effectivement, en si grand nombre. Vous allez voir, écoutez, une présentation que je vous fais, point de vue ministériel, un peu tordu. Je ne commence pas pour être cute avec une photo de mes enfants. On parle de collaboration médecin-réseau. Alors, médecin ici, ma femme est aussi médecin de famille, en l'occurrence. Et ça, c'est mon réseau, et en l'occurrence, mon réseau de contamination. Vous entendez ma voix nasillarde. C'est grâce à ces deux monstres que je vous parle aujourd'hui avec un rhume d'homme. C'est un peu paradoxal d'attraper des rhumes d'homme chez des enfants. Mais en voilà. Il y en a un troisième que vous ne voyez pas. Alors, vous voyez que ce n'était pas l'idée juste de vous montrer toute ma famille. Un plan assez simple, un état des lieux, grosso modo, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, demain, où est-ce qu'on devrait aller, et quelques enjeux, puis des messages clés, je pense, qui sont surtout importants. Alors, on commence comme ça. Collaboration médecin-réseau, quelque chose qui n'est pas nécessairement facile. On parle de l'œuvre de Dieu, la part du diable. Hein. Il y a une certaine controverse actuellement dans la collaboration. Pas tant que les gens ne croient pas que cette collaboration soit importante. Au contraire, je pense que tout le monde reconnaît l'importance capitale de voir les médecins, notamment, collaborer avec le réseau, donc un peu le hors-réseau avec le réseau. Dans les faits, par contre, c'est difficile. Les enjeux sont de taille, ce n'est pas toujours facile, c'est un peu controversé, même on essaie d'impliquer les uns les autres de part et d'autre, et on ne sait pas exactement par où s'y prendre. Certains y arrivent habilement. Principalement, des leaders très forts dans certains milieux ont démontré une possibilité, et des leaders, je ne parle pas seulement de leaders médecins, mais aussi de leaders gestionnaires, typiquement, qui croient viscéralement à cette collaboration, à l'importance de cette collaboration. Certains, donc, croient viscéralement à ça, et ces leaders sont parvenus à créer ce qu'on a au Québec, qui sont les modèles les plus intéressants. Donc, beaucoup de variabilité dans cette collaboration. Certains milieux performent de façon exemplaire et d'autres sous-performent de façon certainement pas exemplaire. Les partenariats sont extrêmement variés. La collaboration avec médecins et réseaux, ça vous embête comme moi, hein, ce petit... c'est ça. Ah, c'est correct. Donc, des partenariats extrêmement variés avec le ministère, avec les établissements maintenant, puis on le voit avec cette espèce de réforme dont on va parler dans un instant. Vraiment toutes sortes de niveaux. On parlait du niveau communautaire il y a un instant. Dans quelle mesure est-ce que les médecins et les cliniciens terrain vont être appelés à collaborer là-dedans? Merci. Je ne sais pas qui a réussi à faire ça. Alors, brièvement, quelques premières expériences. Vous voyez, vous connaissez l'histoire, la fable du bœuf et de la grenouille. Je vous parle de quelques succès bœufs dont je vais vous parler dans un instant. Le nouveau programme GMF dont je vais vous parler. Les tables locales de DRMG qui sont un exemple que j'ai retenu aussi. Et la cogestion, dans la mesure dont je viens de vous en faire part. Et de la même façon, des insuccès ou des succès que j'appellerai grenouilles, disons-le comme ça pour l'exemple. Parlons PL20, PL10, et vous verrez dans quelle mesure, à mon sens, la cogestion aussi ici accroche un peu, notamment en matière de favoriser ou de faciliter cette collaboration entre les médecins et le réseau. Alors, GMF, je pense que c'est la pièce maîtresse, concrètement. Toutes les énergies qui ont été investies dans la réalisation de ce nouveau programme pour favoriser la collaboration entre le réseau et les médecins est majeure. Vous comprenez comme nous que depuis 2003, le concept de responsabilité populationnelle qui a été dévolu au C3S a amené les établissements à s'intéresser davantage au GMF. Le DSP, le directeur de services professionnels, on est en santé publique ici, puis le DSP fait souvent autre chose, mais le directeur de services professionnels a obtenu en 2003 cet engagement à animer le réseau local qui incluait les cliniques médicales de son territoire et les GMF au premier chef, qui étaient en grande collaboration souhaitée avec les établissements. Dans les faits, ça ne se réalisait pas si bien. Notre nouveau programme vient apporter de l'eau au moulin. Je pense qu'il vient donner une façon beaucoup plus concrète d'amener cette collaboration-là. C'est beaucoup plus atterri. Tout le travail de transfert ou de délocalisation de professionnels, qui est un enjeu majeur pour beaucoup d'établissements, puis on le sait, mais constitue une démonstration très forte que l'établissement est prêt à envoyer des ressources là où les cliniciens en ont besoin. Et vous allez voir dans un instant que cette reconnaissance-là est un puissant motivateur de la collaboration des médecins au réseau. Le hors-réseau, mais ça, j'en parlerai peut-être moins, on verra le temps dont je dispose. Mais les médecins restent encore aujourd'hui des travailleurs autonomes qui sont, par définition, hors réseau. Et là, on parle presque même des salariés qui, ironiquement, suivent un peu le reste de la file. Le rôle clé des DRMG, là, il faut comprendre que suite à la loi 10, les DRMG récupèrent, puis avec le programme GMF aussi, mais les DRMG récupèrent un rôle excessivement important d'arrimage, de collaboration entre les médecins du territoire et les établissements. Le DRMG est un directeur médical, médecin de famille, qui relève directement du PDG du CIS. Alors, c'est un rôle d'excessivement haut niveau. Et de l'autre côté, qui se rattache directement à des tables locales, et on va en parler dans un instant. Donc, ce rôle-là vient vraiment consacrer la volonté forte d'améliorer cette collaboration dans le réseau de la part du ministère.
L'autre élément intéressant, je pense, de ce nouveau programme, c'est que la simplification administrative de toutes les procédures et processus qui entouraient l'historique processus GMF vient d'être ramenée à peu près à pas grand-chose, tant et si bien que nos chargés GMF dans les différents territoires, les chargés GMF qu'on appelait avant d'agence, ces gens-là peuvent maintenant se consacrer à quelque chose de beaucoup plus excitant que de la gestion de paperasse. Ils peuvent devenir des facilitateurs de changement. Ils peuvent aller vers le terrain, vers les médecins et les amener à adhérer à des pratiques beaucoup plus intégrées, à des pratiques réseau. Et c'est ça qu'on attend de ces chargés GMF. Ce bout-là est probablement l'un des plus importants. Il a été largement inspiré par AHRQ, qui est l'équivalent de l'INES, mais chez nos voisins américains. Alors, c'est un INES à 5400 employés à peu près. Fait que ça fait pas mal de travail, ça fait des bonnes choses et ça fait entre autres ce guide. Et si vous n'êtes pas familier avec les concepts de facilitation de pratique, je peux vous assurer qu'au cours des 4 à 5 prochaines années, le ministère poussera très fort là-dessus. On a des gros pans de réformes qui viennent d'être mis en place. Il va être impératif qu'on soit capable, à un moment donné, de travailler à gérer le changement et de soutenir ce qu'on veut qui arrive dans le réseau, que ce soit la gouvernance clinique, la cogestion ou cette collaboration médecin et réseau. De plus en plus de trajectoires favorisées par ce nouveau programme, notamment trajectoires cliniques qui intègrent les GMF, des projets cliniques. On avait des présentations hier de projets cliniques maladies chroniques, notamment qui intègrent systématiquement les GMF, et des ententes complémentaires, donc des deals. On amène de plus en plus les établissements à faire des ententes gagnant-gagnant avec les GMF, de dire, écoutez, voilà, le programme propose ceci, mais nous, on aurait un intérêt, par exemple, à ce que vous fassiez ça, nous étant le réseau. Et les médecins en contrepartie dans un GMF, les cliniciens qui sont là peuvent dire, bien, nous, on aurait besoin de ça. Ah, bien, très bien. Vous avez besoin de ça, on a ci. Est-ce qu'on est capable de trouver une entente? Alors, ces ententes-là, on va continuer de les encourager, de les pousser. Il faut comprendre que le programme GMF, pour nous, est un programme qui, avant tout, vise, c'est bizarre que ça m'apparaisse ça, vise spécifiquement cette collaboration très étroite. Alors, ça, c'est probablement le cœur de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, table locale des RMG, je vous disais que j'allais vous en parler. Création spontanée, il faut savoir, je pense que ça c'est un des facteurs intéressants aussi, ce n'est pas quelque chose qui a été imposé, les tables locales. Les tables locales des DRMG, ce sont des groupes de médecins, parce que vous savez que certains territoires sont très vastes, alors à certains endroits, ou très nombreux, très populeux, à certains endroits, on s'est dit qu'il faut qu'on ait une lecture plus raffinée, plus locale, et ces initiatives ont mené à la création de tables locales de DRMG extrêmement profitables. Et donc, c'est venu de la base quand on dit qu'on veut du bottom-up. Et ce qu'on a fait au ministère, c'est du bottom-down, hein, finalement, ou du bottom-to-bottom. Là. Donc, on est parti d'une idée de la base, on a intégré ça, on a trouvé que c'était une bonne idée, puis on est venu le soutenir après, quand je parlais de facilitation de pratique. Alors, puissant levier pour les leaders cliniques engagés, les gestionnaires aussi. Ça, c'est vraiment, je pense, une des initiatives les plus porteuses de cette collaboration que l'on vise avec la transformation des rôles des DRMG. Alors, elles sont, vous l'aurez compris, sous l'égide des DRMG, et elles ont l'air un peu de ce que vous voyez en bas, c'est-à-dire qu'on reste encore un peu dans l'embryonnaire, ça a l'air fragile quand on regarde ça de loin. Ce sont des tables qui vont avoir besoin de soutien de la part des établissements, qui vont avoir besoin de l'engagement des médecins, puis qui vont avoir besoin de profiter de résultats tangibles si on veut que ça se maintienne. Je vous parle brièvement de succès Grenouille. Le PL20, le PL10, vous comprenez certainement comme nous, au ministère que ce sont deux traitements redoutablement efficaces, sans doute, pour créer des changements ou des résultats. Cela dit, il faut admettre que ce ne sont pas des remèdes qui sont très inspirés des grands principes de gouvernance clinique et de cogestion. Alors, vous comprenez qu'à mon sens, et au sens de ce que l'on fait au ministère en lien avec ces projets, on n'a jamais eu l'idée de mettre ça à l'avant-scène pour améliorer la collaboration médecin et réseau. On venait transformer des bases pour permettre ensuite d'y travailler. Je vous parle rapidement de cogestion parce qu'à une heure où on veut amener cette collaboration médecin-réseau, c'est capital. Et là, imaginez que mon doigt soit un pointeur laser puis que je vous amène de gauche à droite. Où est-ce qu'on est à la cogestion actuellement? Il y en a un peu partout. On en voudrait beaucoup partout. Qui, médecin ou gestionnaire, actuellement, la cogestion, c'est beaucoup l'affaire d'un médecin très engagé, souvent avec un gestionnaire qui traîne en arrière, ou l'inverse, un gestionnaire très fermement convaincu avec un leader clinique qui n'est jamais là aux rencontres et qui n'embarque pas. Il est capital que ce tandem-là devienne deux hémisphères d'un même cerveau. C'est là qu'on veut et qu'on doit aller. Dans le comment, leader clinique ou administratif innovateur, on veut sortir de ce concept d'innovation et de cas isolés.
On veut que ce soit tous les leaders qui y soient. Le partage de décisions et imputabilité variable, c'est probablement un des plus grands drames en ce moment. Cette imputabilité est souvent partagée alors que la décision, elle ne l'est pas. Les deux vont de pair et si ce n'est pas le cas, n'attendez pas au long cours une collaboration heureuse. Et je mets transparence dans Gestion 1.0 avec transparence 3 points d'exclamation de l'autre côté. Les plus aguerris l'auront vu. Dans les faits, on a l'impression parfois qu'on est transparent. On le fait rarement et il y a un travail là à faire certain. Plus de gouvernance clinique, il faut surtout passer de la parole aux actes en cette matière-là. La gouvernance, on en parle, j'ai l'impression, depuis 15 ans, 20 ans peut-être. Dans les faits, on attend encore de voir ça arriver. L'implication des cliniciens sur les tables de gouvernance, c'est essentiel à cette collaboration. La cogestion, je vous en ai parlé, mais il ne faut pas seulement préparer les gestionnaires à accueillir des médecins dans des tandems de cogestion, il va aussi penser qu'il faut préparer les médecins à travailler avec les cogestionnaires. Quoi que les médecins en pensent, ils n'ont pas la science infuse non plus de la collaboration en cogestion. Alors, c'est important de les intégrer à ces formations-là. Gestion de changement et facilitation de pratique, je vous en ai parlé brièvement. C'est probablement le cœur de ce qu'on va vouloir faire dans les années qui viennent. La pertinence, les cibles, la mesure, ce sont les choses qui parlent aux cliniciens. Si les gestionnaires ciblent ça, puis je pense qu'on arrive à une ère de convergence en ce moment, où à la fois le réseau cherche, on se rappelle le Triple Aim, on veut améliorer l'état de santé, l'expérience patient, mais à moindre coût. Il est capital qu'on fasse ce virage-là. Et quand on le fait, on doit le démontrer aux médecins, aux cliniciens. On doit leur montrer qu'on s'appuie sur des données probantes, qu'on mesure ce qu'on fait, qu'on a des objectifs clairs, à défaut de quoi on perd cette mobilisation. Ça, c'est une diapo bonus, puis je n'aurai pas le temps de la passer, fait que vous la regarderez dans les autres, dans les documents que vous avez reçus. Quelques enjeux et freins dont je voulais vous parler absolument. La collaboration médecin et réseau s'appuie sur une dualité. Pour le gestionnaire, c'est une quête frénétique de résultats. Son boss, il dit « Tu dois me livrer ça, on doit faire comme ça, telle cible, c'est pas bon, il faudrait qu'on s'améliore. » Ça, c'est ce que lui veut faire. Le médecin, de l'autre côté, c'est beaucoup moins là-dessus qu'il se porte. Il est beaucoup plus sur « Mais quelles ressources allons-nous me donner pour que ces résultats soient atteints? » Le résultat est presque secondaire pour le clinicien. Alors ça, c'est un enjeu qui crée certainement des tensions et qui est complexe. Et vous comprenez que lorsqu'il y a une confrontation de ces deux réalités et que le médecin réalise que finalement, il n'y aura pas de ressources pour atteindre les résultats que le gestionnaire veut, bien, le cynisme s'installe. Mais c'est un cynisme qui va de part et d'autre. Le gestionnaire qui dit « j'essaie, mais le médecin n'embarque pas. Cynisme, là encore. Alors ça, ce sont des freins certainement avec lesquels vous devez lutter. Et l'arrimage des deux est essentiel. Les gestionnaires, même à l'heure des coupures les plus radicales, ne peuvent pas imaginer avoir une collaboration des médecins sans qu'il y ait un partage de ressources. On est dans le gagnant-gagnant. Le cercle vicieux de non-collaboration s'installe au fur et à mesure que le cynisme est présent. Ça, vous vous en doutez bien, je ne vous apprends rien. Quelques messages clés. Vous voyez en arrière-fond, peut-être, si vous avez de très bons yeux, Dr Godin et Dr Barrette en train de se serrer la main. C'est arrivé. Ouais. Il faut comprendre que la collaboration médecin-réseau à l'heure d'aujourd'hui, puis c'est probablement un des messages de base, elle est perfectible. Vous l'aviez bien vu dans ce que je viens de vous présenter. La facilitation de pratique est probablement un des outils phares pour être capable d'améliorer et de bonifier cette collaboration. La cogestion, pour amener tout autant de collaboration, va être aussi clé. Je pense que vous l'avez bien compris. La mesure et la transparence, je l'ai nommé. Mais globalement, et au-delà de tout ça, je vous invite à regarder la collaboration médecin-patient un peu comme une relation de couple. Okay? Une relation de couple avec des moments de tension, des moments heureux, des moments où on doit écouter l'autre, où on parle à l'autre pour que l'autre nous comprenne. Alors, ça se construit. Hein? C'est pas facile. Tous ceux qui, d'entre vous, avaient vécu des relations de couple pouvaient imaginer ce que ça implique. Dr Godin et Dr Barrette n'ont pas toujours été à se faire des accolades, mais ils ont leurs meilleurs et leurs moins bons moments. Mais dans tous les cas, ce qui est clair, c'est que médecin et réseau, pour nous, c'est inséparable. Il faut impérativement qu'on les rassemble. Et sur ça, je m'arrête. Merci.